Et ben donc on est bon, et c'est parfait puisqu'il est 14h04, ce qui nous laisse 1h30 de débat. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit... On va faire une mise en abîme pour ceux qui se souviennent de leur cours de français de première. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, vous savez, c'est la vache qui rit qui se reproduit dans la vache qui rit, qui se reproduit dans la vache qui rit. Et donc on va essayer d'avoir quelque chose de participatif avec vous, donc n'hésitez pas à nous envoyer le plus de questions possible. L'atelier qui nous réunit, c'est l'entreprise participative en temps de crise. Avec nous, une chercheuse, au bout à l'extrême gauche, géographiquement, puisque tu viens de Suisse, Anne-Sophie, et que l'extrême gauche là-bas est peu majoritaire, pardon. À tes côtés, une salariée émancipée, libérée, on verra tout à l'heure, Olivia Biche. À tes côtés, un dirigeant délibérément libéré, David Laurin. Et avec nous, grâce à la technique, Anne-Veta Tifrit, est-ce que vous nous entendez? Ah, il faut que vous branchiez votre micro. Anne. Bonjour. Ah, impeccable. Très bien, et je vous salue. Eh ben, c'est parfait, on vous entend. Alors on va commencer d'abord par discuter un peu des mots pour qu'on soit tous d'accord, MOTS. Ensuite, on va présenter un petit peu les entreprises. Le but, c'est d'avoir des retours d'expérience pour comprendre le plus honnêtement et de façon transparente possible si il est possible de rendre les entreprises plus autonomes et plus participatives et de vraiment déléguer la confiance. Donc, je vais d'abord demander à Anne-Sophie de commencer. Anne-Sophie, donc chercheuse, doctorante actuellement à l'école polytechnique avec la Fabrique de l'industrie. Sujet de thèse, la montée en autonomie dans les organisations. Vous êtes l'autrice de... Alors, je ne sais pas si on voit de loin, mais en tout cas, à la caméra, on voit bien. C'est un trapèze, donc des gens qui font du cirque, ce qui est quand même une bonne allégorie de la très très grande confiance qu'il faut avoir en l'autre, sinon en général, ça ne se finit pas très bien. Et le titre du livre, c'est « Au-delà de l'entreprise libérée, enquête sur l'autonomie et ses contraintes ». C'est un livre enquête de terrain. Vous avez travaillé auprès d'organisations publiques, de PME, de SCOP, de filiales de grands groupes, qui à chaque fois avaient décidé de mettre en place des démarches d'autonomisation des entreprises. Et en fait, à relire votre livre, et notamment l'introduction qu'en fait Jean-Dominique Senard, donc l'ex-PDG de Michelin, qui désormais est chez Renault, enfin qui aime bien les grosses boîtes, quoi. On voit qu'il y a eu une floraison de buzzwords, comme on dit en bon français, autour de cette notion d'autonomie. Donc il y a des entreprises qui sont libérées, proactives, holacratiques, intégralement déconcentrées, démocratiques. Vous montrez dans votre enquête que parfois c'est que de la com, parfois c'est que de l'affichage, parfois c'est une démarche réelle et sincère. Comment est-ce que vous pourriez résumer en quelques minutes vos travaux? Où en est-on avec deux questions sous-jacentes? Est-ce que les mots sont très importants? Est-ce qu'une entreprise libérée, c'est vraiment l'entreprise qui est le plus autonome? Et deuxièmement, de ce que vous avez pu voir, vous qui êtes de culture internationale, est-ce que la France est plutôt bonne pour la libération? Parce qu'il paraît qu'on a un pays de la défiance, alors on ne doit pas être très très bon pour la confiance. Merci beaucoup, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Anne-Sophie Dubet, je suis doctorante à l'école polytechnique et je travaille avec la Fabrique de l'industrie que je remercie parce que c'est grâce à elle que je peux financer mes travaux de recherche. Et donc l'ouvrage dont a parlé Vincent à l'instant, Au-delà de l'entreprise libérée, c'est le fruit d'un travail collectif avec Thierry Veil qui a dirigé l'étude, qui est un professeur à l'école des mines de Paris, dont la chaire s'intitule « Le futur de l'industrie et du travail ». Et donc cette étude, effectivement, on est allé regarder une dizaine d'organisations qui sont favorables à la montée en autonomie dans les organisations. Et donc mon sujet de thèse, c'est bien l'autonomie dans les organisations et pas l'entreprise libérée, comme l'indique le titre de cet ouvrage. Et donc pourquoi cette volonté d'aller regarder au-delà? Ça se justifie par trois grandes raisons. Anne-Sophie, on n'entend pas bien? Voilà. Excusez-moi. La première raison, c'est que c'est un terme qui est très galvaudé par les organisations et qui, de base, est d'ailleurs défini de manière assez vague par Isaac Getz, puisqu'il le définit comme toute forme organisationnelle dans laquelle les salariés vont se sentir suffisamment libres et responsables pour prendre les décisions qu'ils jugent les meilleures pour l'organisation, donc par eux-mêmes. Donc voilà, il y avait cette volonté d'aller essayer de décrypter, mais au fait, qu'est-ce que c'est l'entreprise libérée concrètement? Et donc d'avoir une démarche plus processuelle. La deuxième raison, c'est, et là je réponds un peu à la question de Vincent,
être davantage focalisé sur le faire plus que le paraître, et donc de vouloir inclure des organisations qui font un tas de choses intéressantes, qui mettent en place notamment des pratiques managériales et qui ne sont pas centrées sur la figure du leader libérateur qui est centrale dans la théorie d'Isaac Getz, et donc d'essayer de ne pas exclure ces organisations-là, qui voilà, ne vont pas forcément s'afficher libérées, mais vont faire des choses très intéressantes. Et la troisième raison que j'ai un peu précitée, c'est celle de l'insistance à nos yeux trop importante sur le leader libérateur dans la théorie de l'entreprise libérée, qui est une condition qui n'est pas suffisante pour aller de manière pérenne vers l'autonomie, et donc privilégier plutôt des réflexions sur les dispositifs organisationnels, les outils de gestion qui permettent d'aller vers cette montée en autonomie collectivement. Et donc, moi, j'ai pu observer dans mes différents terrains qu'il y avait 4 grandes manières de faire pour aller vers l'autonomie. La première, qui est assez codifiée, structurelle, qui va avec des modèles de gestion un peu clés en main, on pourrait dire, comme ceux qu'a cité Vincent, tels que l'holacratie ou l'agilité, où il y a vraiment des process, des rituels pour pouvoir réorganiser et alléger l'encadrement et permettre une décentralisation des prises de décision selon des règles assez codifiées. La deuxième grande manière de faire, c'est alors plutôt à la Getz ou à la Laloux, selon des grands principes, plus suivre une sorte de philosophie qui insiste souvent justement sur la posture du dirigeant et comment l'inciter à lâcher prise. La troisième autre grande manière de faire, c'est là, pour le coup, des réformes plus institutionnelles, juridiques. Et on peut penser à l'économie sociale solidaire et notamment les statuts de SCOP ou de SKIC dont on a parlé ce matin, où là, l'autonomie est aussi donnée au niveau stratégique par la participation des acteurs internes au capital, en plus de l'autonomie opérationnelle qui est le plus souvent visée dans ces démarches-là. Et enfin, la quatrième démarche, et là je réponds à nouveau à la question, on pourrait la qualifier un peu du vivons heureux, vivons cachés. Il va y avoir beaucoup d'organisations qui ne vont pas s'afficher libérées et qui vont même délibérément se dire non partie prenante de ce mouvement de l'entreprise libérée pour ne pas surcommuniquer, ne pas risquer de créer des attentes trop élevées qui pourraient décevoir les parties prenantes internes et externes de l'organisation. Et donc, ils vont avoir une humilité et essayer de s'inspirer de différentes autres démarches qui vont aller observer d'autres entreprises et puis faire une sorte de patchwork et trouver ce qui marche bien pour eux. Et généralement, ça va plutôt se faire au niveau du coup des postures et des process plus que vraiment de la structure dans ces organisations-là. Moi, je pense à un terrain notamment que j'ai pu faire dans une grande organisation qui s'appelle Orange, dans un département qui s'appelle Gen, où là, il y a 400 collaborateurs répartis à travers le monde qui travaillent sur le déploiement des réseaux data, donc vraiment les infrastructures physiques. Et donc Gen, ils ont décidé de passer en holacratie, mais en menant en fait la démarche en parallèle de la ligne hiérarchique standard. Donc ils ont expérimenté dans ce département-là une sorte de double structure. Et donc c'est intéressant de voir que ça passe pas forcément toujours par l'allègement ou la suppression de l'encadrement comme le préconise Isaac Getz. Et donc, un peu pour essayer de monter en généralité, dans l'ouvrage, on propose un peu modestement des préconisations, et j'aimerais bien conclure avec deux d'entre elles. La première, c'est qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que quelle que soit l'approche abordée, parmi les 4 grandes voies que j'ai citées, on constate que les organisations qui s'en sortent le mieux sont celles qui procèdent à un bricolage. C'est-à-dire qu'elles vont essayer d'avoir un pragmatisme, elles ne vont pas être dans le dogme justement et vouloir suivre telles quelles les préconisations, par exemple des process holacratiques très carrés. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des organisations, je pense là par exemple à une PME dans Lyon qui s'appelle Mobilewood, où ils sont spécialisés dans l'agencement des magasins bio. Mobilewood, ils ont basculé vers l'holacratie en 2016, et 3 ans après, ils ont constaté qu'il y avait des retards dans les livraisons parce qu'il y avait une difficulté à ponctuer les décisions dans les cercles holacratiques. Et donc, ils ont décidé de réinsérer un rôle holacratique
qui était en fait celui du manager. Donc ils ont réintroduit la figure du manager, mais dans le fonctionnement délibératif des cercles holacratiques. Donc c'est très intéressant de voir que même ceux qui vont plutôt basculer vers un modèle où on essaie d'avoir clé en main des recettes toutes faites, eh bien, ils vont avoir des ajustements locaux en fonction de leur culture, de leur histoire, et que c'est les démarches en fait, qui fonctionnent le mieux, donc qui sont prêtes à se remettre en question, à expérimenter. Et la deuxième préconisation que l'on fait dans l'ouvrage, c'est qu'il est très important d'avoir une clarté et une sincérité de la part des dirigeants qui vont dans ces transformations-là, par rapport à ce que nous on appelle, qui vient en fait d'un des mandants de la chaire de l'école des mines avec qui j'ai pu travailler, qui s'appelle Kea et Partner, la distinction entre les zones rouges et les zones bleues. Donc c'est extrêmement important d'être, pour ne pas survendre la démarche, d'être clair sur qu'est-ce qui va faire l'objet d'un processus plus délibératif ou participatif et qu'est-ce qui en sera exclu. Et on constate que sur les 3 niveaux de l'autonomie qu'on a pu théoriser, qui sont le comment, donc vraiment les modalités d'exercice du travail, donc sur des choses très concrètes comme choisir ses outils, pouvoir télétravailler ou non, choisir ses horaires. Sur le deuxième niveau, qui est celui qu'on pourrait appeler du quoi, de la stratégie, de la définition d'objectifs globaux, des grandes orientations de l'activité et le pourquoi en lien avec la mission, la raison d'être. Donc il est vraiment très important qu'on puisse être au clair sur qu'est-ce qui aura trait à des zones bleues, qu'est-ce qui aura trait à des zones rouges, que ce soit pour les zones rouges du fait de la loi, du code du travail ou de contraintes sécuritaires, ou choix de la hiérarchie. Et très souvent, en fait, il peut y avoir un accroissement des zones bleues, et ça convient d'ailleurs d'autant mieux aux parties prenantes internes qu'on leur dise on va commencer, je pense par exemple à une entreprise qui s'appelle Lippi, où ils ont commencé par avoir une offre accrue de formation et au tout début de leur transformation, ils sont passés par des ateliers Lean qui ont permis d'avoir des processus plus délibératifs au niveau de la gestion. Et en fait, petit à petit, ils sont allés vers étendre les zones bleues. On a vu des pratiques émerger avec les années d'expérience, telles que la participation au recrutement ou la cooptation des responsables. Mais donc, ils sont allés très modestement, ils n'ont pas dit on libère tout du jour au lendemain, chacun fait ce qu'il veut, et donc on peut voir un accroissement des zones bleues au fur et à mesure que la confiance se crée et que la démarche fonctionne bien. Et à l'inverse, on peut parfois avoir des zones rouges qui vont émerger lorsqu'on se rend compte que peut-être on a été trop laxiste ou qu'on a mal pris en compte certaines contraintes d'interdépendance, par exemple au niveau des congés. Et il y a une boîte de conseils dans le digital où on a pu constater qu'ils avaient complètement rendu libre la gestion des congés. Et en fait, la permanence au niveau de certains clients n'était pas assurée. Et donc, ils sont revenus vers un système qu'on pourrait dire un petit peu plus contraint avec la validation de la branche à ce niveau-là. Donc voilà, juste pour terminer, c'est important d'avoir cette vision pragmatique et cette clarté dans qu'est-ce qui va faire l'objet de délibération ou de participation accrue ou non. Et souvent, la stratégie est exclue par choix, par la hiérarchie, et c'est important d'être au clair sur ça. Merci beaucoup. Je précise que votre livre, il est disponible en ligne pour ceux qui ne sont pas nécessairement amateurs de papier. Vous pouvez le télécharger et avoir l'ensemble des cas d'études et des fiches pratiques gratuitement. Et c'est très intéressant parce que ce qu'on voit bien dans votre livre, c'est que parfois l'entreprise libérée, elle vise à libérer les dirigeants et puis ça se retourne contre eux. Parfois, on fait une entreprise libérée pour avoir moins de réunions et puis suite à un certain nombre d'imbroglios, en fait, on se retrouve à avoir encore plus de contrôle. Et au fond, c'est pour ça qu'on voulait avoir 3 témoignages d'entreprises avec nous. C'est pour Lacan disait le réel, c'est quand on se cogne. C'est pour se cogner avec des témoignages très concrets et vérifier un petit peu ce que ça vous a fait de vous libérer ou pas, puisqu'on a bien compris que les mots étaient importants et qu'on n'est pas obligé de se dire libéré pour l'être et vice-versa. Et donc, je vais peut-être commencer en demandant à chaque intervenant de bien vouloir nous présenter un petit peu d'abord son entreprise, ce que vous faites, votre taille, et puis effectivement, en quoi est-ce que vous seriez libéré. Tiens, David, on va commencer avec toi. Tu es le fondateur de Recyclive, qui est une entreprise sociale et avec un objet environnemental fort, une grosse quarantaine de salariés, présent à Strasbourg. Donc, si vous avez trop de livres dans vos maisons avec vos codes barres, avec des codes barres, vous intéressez David. C'est bien ça ?
Recycler, oui. Oui. Bonjour. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait, enfin le chemin que j'ai parcouru moi. Et moi, j'aime bien ce terme entreprise libérée parce que dans libéré, il y a liberté. Et il y a quelque chose dont on parle pas très souvent quand on parle de l'entreprise libérée, c'est le fondateur qui se libère aussi. Moi, ça a été un gros enjeu depuis... je pense de par l'éducation que j'ai reçue, que la liberté était quelque chose d'important et j'ai été élevé dans cette optique-là de pouvoir avoir la liberté de choisir, la liberté de faire. Et en fait, quand on crée une entreprise, on se dit on est libre de pouvoir créer ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, mais à partir du moment où on a le premier collaborateur, en fait, on n'est plus libre. Parce que y a des contraintes qui font que demain, si on a envie d'arrêter et de dire j'ai envie de passer à autre chose, c'est plus vraiment possible. Donc moi, ma quête a été aussi de retrouver cette liberté. Et en fait, on faisait pas mal de choses au sein de Recyclivre et j'avais pas de mots. J'étais comme certains peut-être d'entre vous aujourd'hui qui entendent la première fois ce mot d'entreprise libérée. J'étais comme vous dans une conférence. Je me souviens plus du titre, mais il avait dû m'interpeller. Et ça fait partie de ces moments où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je ferais mieux de bosser sur mon business. C'était vraiment au début de Recyclivre. Et il y a quelqu'un qui vient présenter l'entreprise libérée et qui dit donc les inspirations de Zobrist, etc. Et qui dit il y a un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie d'Isaac Getz, machin. Et je me souviens, j'étais dans un siège comme ça et je l'ai commandé. Alors à l'époque pas sur Recyclivre parce qu'on l'avait pas encore d'occasion, mais je l'ai commandé et pour moi ça m'a ouvert les yeux pour se dire mais en fait c'est plein de choses que l'on fait aujourd'hui, ou plein de choses sur lesquelles je me pose des questions et en fait j'ai la réponse dans ce bouquin. Moi je vous incite, si c'est évidemment le livre d'Anne-Sophie, mais aussi celui d'Isaac Getz qui est vraiment bourré d'expériences et de choses vraiment très concrètes mises en place, et moi qui a vraiment été une révélation pour moi. Donc on a cheminé, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a 2 ans, je suis parti 1 an en voyage. Et donc, pour préparer cette année aussi de transition où je ne serai pas là, on a mis pas mal de choses en place au sein de la boîte. Donc, on a accéléré un peu on est allé, comme disait Anne-Sophie, peut-être la barre un petit peu trop... à droite ou à gauche, ça dépend de quel côté on se place, mais dans la sociocratie, avec la création de cercles, etc., et sur lequel, en fait, on n'était pas prêt à y aller, c'est pas ce qu'on voulait faire, etc. Donc ça a été compliqué, ça a été un chemin compliqué l'année avant que je parte. Ça a été une année compliquée aussi pour ceux qui sont restés à tenir le navire pendant que j'étais parti. Et moi, j'avais dit, quand je suis parti, je pars, mais je ne veux pas revenir à faire ce que je faisais aujourd'hui si ça marche. Donc ce n'est pas de l'intérim, c'est quelque chose qui est fait pour durer, donc il faut s'inscrire dans la durée, et si ça marche, j'ai absolument aucune raison de pouvoir changer, de changer quelque chose qui marche. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, donc je suis revenu il y a 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, et aujourd'hui, donc il y a eu un changement aussi dans l'entreprise avec des personnes avec qui ne partageaient plus la vision qui était la mienne en rentrant. Ça, on pourra y revenir peut-être sur les écueils par lesquels on est passé. Mais aujourd'hui, la boîte elle est structurée avec en fait d'un côté le run, donc c'est tout ce qui est l'opérationnel et pour faire fonctionner l'entreprise au quotidien, et puis d'un autre côté le build qui construit en fait l'entreprise de demain dans les 2-3 ans qui viennent. Moi je suis présent dans le build, et c'est aussi en rentrant, moi j'ai dit moi j'ai envie de revenir pour continuer à faire de la prospective et se dire aller expérimenter des choses, tester, et c'est ça qui m'amuse. Ça tombait bien parce que c'était quelque chose qui n'avait pas été pris pendant que je n'avais pas été là. Et donc
On a séparé un peu la boîte entre ces deux jambes et on a gardé des cercles. Donc on a gardé des cercles qui sont 4 cercles. Il y a un cercle qui est sur la vente, un cercle sur la collecte, un cercle qui est technique et un cercle développement informatique, quoi, et un cercle marketing, communication. Et puis après, on a des rôles qui sont transverses. Donc voilà où on en est. Et je vais finir par en fait pour moi un marqueur qui est important. Et on en parlait hier soir avec des collaborateurs qui sont ici à Strasbourg, avant de prendre quelques bières, et j'ai regardé sur mon téléphone le nombre de mails que je recevais par jour qui requéraient mon attention. Ben, on a regardé, il y en avait 2 par jour. Donc voilà où on en est nous aujourd'hui. Donc tu es enfin devenu un emploi fictif, mais salarié, et ça c'est beau. Et tu as réussi là où Pénélope Fillon a échoué. Plus sérieusement, tu l'as dit, dans les écueils, il y a des personnes qui sont parties parce que l'entreprise libérée, c'est une démarche à laquelle tout le monde ne peut pas adhérer, c'est compliqué. Donc avant qu'on finisse le tour, ça évoque tout de suite une question de relance qui est, est-ce que c'est plus compliqué de recruter une fois qu'on est devenu une entreprise libérée? Parce qu'une fois que ces 4 cercles sont constitués, quand quelqu'un arrive de l'extérieur, il faut tout de suite qu'il adhère à cette philosophie un peu particulière quand même. Oui, mais c'est pas le critère premier. Le critère premier reste évidemment la compétence et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Après, nous, la manière dont on fait le processus de recrutement, il y a un quart d'heure, 20 minutes au téléphone. Après, c'est un premier entretien. Alors, si on prend par exemple des postes techniques comme développeur informatique, il y a un premier entretien qui est technique pour valider les compétences. Et ensuite, il y a un entretien feeling avec des personnes de l'entreprise avec lesquelles ils ne vont pas forcément interagir évidemment tous les jours. Et ça se passe plutôt en disant, en fait, il y a Mehdi qui vient demain, qu'est-ce qu'il veut le rencontrer? Et donc Mehdi va pouvoir aller rencontrer des personnes qui sont chauffeurs-livreurs ou des personnes qui viennent d'arriver il y a 1 mois, qui sont encore en période d'essai. Et voilà. Et donc il faut que les 2 soient validés. Et juste une question sur la taille. Aujourd'hui, vous êtes 43. Quand vous avez fondé Recyclivre, vous étiez moins. Est-ce que tu vois un seuil, puisque ton entreprise est plutôt en assez... Enfin là, vous n'arrivez pas encore tout de suite à reconstituer les niveaux de l'avant-Covid, mais ça va revenir. Est-ce que tu verrais un seuil où ce serait plus jouable? Est-ce que par exemple, au-dessus de 50 salariés, ça va être compliqué? Non, enfin, en tout cas, la littérature ne montre pas ça et les expériences ne montrent pas ça, que ça peut être dans des entreprises de 10 ou de 300 salariés ou de 3000. Après, en tant que chef d'entreprise, moi, je me suis amusé de 0 à 20, de 20 à 40, c'est une autre, ou de 20 à 50, je crois, c'est une autre histoire. Ouais. Merci beaucoup. Anne, vous nous entendez? Oui, toujours. Et vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, vous êtes la dirigeante de Velum, qui est l'entreprise alsacienne qui fait des luminaires Made in France. Vous avez impulsé une démarche participative, oui, d'autonomisation des équipes, de forte mobilisation des équipes, mais effectivement, là, le mot libéré n'apparaît jamais. Donc d'abord, dites-nous, est-ce que c'est intentionnel et surtout, en quoi consiste cette autonomisation des équipes que vous avez impulsée? Oui, alors tout d'abord, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer qui est Velum. Velum, nous sommes fabricants effectivement français d'éclairage professionnel. Nos clients ne sont que des professionnels. La grande distribution, le commerce, l'industrie, le tertiaire et les collectivités. Nous sommes 230 collaborateurs au niveau du groupe et réalisons à peu près 27 millions de chiffres d'affaires. Alors, si l'on revient et nous produisons quasiment 95% de l'ensemble des produits que nous mettons sur le marché. En France, principalement.
et un tout petit peu en Allemagne. Donc, la première des choses, c'est qu'effectivement, je pars du principe que donner de l'autonomie, de responsabiliser chacun sur son poste, eh bien, ça donne aussi à chaque personne et à l'ensemble de mes équipes une certaine fierté, une certaine responsabilité du travail accompli. Moi, je ne suis pas comme monsieur de l'avis qu'il faille parler du mot libéré, parce que pour moi, l'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas libérée. Les gens ont beaucoup de liberté, les gens ont des responsabilités, mais il y a quand même des guides, il y a quand même des leaders ou des managers dans certains services pour que justement, eh bien, il faut de temps en temps un garde-fou. On laisse énormément d'autonomie à nos collaborateurs et je pense que c'est grâce à cette autonomie justement qu'ils peuvent s'épanouir, que l'entreprise accueille et peut-être est plus agréable pour des jeunes parce qu'ils ont cette liberté. Au-delà de ça, il y a quand même des missions, un travail qui doit être réalisé, des objectifs en termes de temps, en termes de délai qui doivent être respectés pour que le service client puisse être assuré. Donc, je trouve qu'il est important de responsabiliser les personnes, mais pas forcément de complètement les libérer. Trop de liberté, parfois, eh bien, les gens sont perdus. Donc, je pense vraiment qu'il faille accompagner la démarche et en fonction effectivement des missions et des postes, il y a de la liberté à mettre en place ou en tout cas de la responsabilité, de la participation à mettre en place. Dans notre poste, eh bien, c'est un peu moins demandé. Quand je pense par exemple à la production chez nous, il y a un cadre assez fixe et assez figé, même si là encore, on a décidé que la production, ce ne sera pas une production à la chaîne, mais une production au produit, c'est-à-dire que chaque collaborateur, chaque opérateur de production est entre guillemets autonome sur la fabrication de son luminaire. Ça lui donne là encore une certaine liberté ou en tout cas une certaine responsabilité et la participation effectivement à l'entreprise collective de réaliser une commande. Au-delà de ça, il y a toujours encore des garde-fous et des directives qui permettent de faire avancer la machine. Donc concrètement, il y a beaucoup plus de souplesse en ce qui concerne par exemple la charge de travail à partir du moment où les objectifs sont tenus, les horaires ou peut-être encore les congés. En revanche, les leaders, vous dites qu'il faut des leaders, des managers, il faut des garde-fous, donc je vous entends, mais comment est-ce que vous fixez la limite alors? C'est quoi? C'est une question de volume de chiffre d'affaires géré, de responsabilité? Non, en fait, il y a des services pour lesquels tout roule. Et quand tout roule, c'est ce qu'on disait, eh bien là, on peut encore lâcher du lest et on peut laisser continuer les choses. Il y en a d'autres où la mise en œuvre est peut-être un peu plus difficile ou un peu plus longue. Et dans ces cas-là, il faut prendre le temps de responsabiliser, de donner surtout à chacun les outils pour bien suivre son activité, pour bien pouvoir faire son travail. Parce que bien souvent, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas toujours les bons outils. Et puisqu'on évoquait cette problématique en début d'atelier, est-ce que cette démarche vers l'autonomisation, ça induit une diminution des réunions? Alors, parce que du coup, si on est moins en interaction avec ses managers, peut-être qu'il y a moins de réunions chronophages? Est-ce que ça a libéré du temps? Effectivement, moi je ne fais que très très peu de réunions et mes collaborateurs aussi. Il y a parfois des réunions de travail très opérationnelles quand on va réfléchir sur un nouveau produit ou qu'on a besoin vraiment de brainstorming. Mais là, ce sont plutôt des réunions de créativité, des réunions de décision opérationnelle, il y en a peu. Impeccable. On va conclure ce premier tour de table avec vous, Olivia. Donc, vous êtes salarié vacataire. Exactement. Mais vous avez confiance dans l'entreprise qui vous emploie. Aide Institut, juste, est-ce que vous pouvez présenter Aide Institut qui, là, pour le coup, est une boîte libérée, et dites-nous effectivement en quoi est-ce que votre rôle bénéficie d'une beaucoup plus grande autonomie que lors de vos fonctions précédentes. Quand vous étiez chez... On peut le dire on peut nommer votre ancien employeur ou... Pardon? On peut nommer votre ancien employeur, par exemple. Oui. Oui, vous étiez chez Téléperformance avant, qui était une entreprise classique. Et aujourd'hui, vous êtes dans le même secteur, mais dans une entreprise où vous voyez la différence de ce que c'est que d'avoir beaucoup plus d'autonomie. C'est surtout une question de confiance. C'est une question de bienveillance et de se sentir bien, d'être considéré comme étant une personne professionnelle.
parce que généralement dans ces structures classiques, vous êtes un petit exécutant, c'est un petit peu comme à l'usine en fait, hein, où on vous demande de fournir une pièce, et si jamais la pièce n'est pas convenable, c'est forcément que vous avez fait quelque chose de travers. Et donc là, on a cette possibilité de pouvoir discuter librement, d'être force de proposition et de se sentir en confiance, tout simplement. Donc pour rappeler, donc, l'Institut, vous faites des études, vous êtes vous-même enquêtrice, qui a un métier, là pour le coup, assez peu libéré, très encadré, où les gens arrivent à des heures bien définies, ont des... Vous évoquiez l'usine, dans l'imaginaire, c'est un peu ça, on imagine un peu un contremaître qui est sur votre dos, qui vous demande tout le temps combien vous avez fait d'enquête, etc. Ouais. Et vous avez connu ça, et aujourd'hui plus du tout. Donc en quoi c'est différent alors ? Alors c'est différent dans le sens où, évidemment, on a toujours un volume d'enquête à produire, on a effectivement des plages horaires qui sont définies par rapport à la cible qu'on veut toucher, mais on peut également s'adapter par rapport à nos besoins de vie privée. Par exemple, certains collègues ont besoin de pouvoir travailler tôt et de partir tôt. Et on peut avoir des plages horaires où on peut demander, par exemple, pendant une semaine, de travailler à mi-temps et de faire peut-être un peu plus d'heures la semaine suivante. Et on arrive toujours à s'adapter en étant en concertation les uns avec les autres, de pouvoir adapter en fait les différents rythmes. En termes de... voilà, on entend les deux modèles entre David et Anne, avec des cercles d'un côté, des managers de l'autre. Vous, c'est encore un troisième modèle. Vous avez des encadrants qui ne sont pas vraiment vos chefs, mais des personnes que vous pouvez aller voir pour faire des points, pour vérifier où vous en êtes, en fait. Bah, justement, on a ce qu'on appelle la clairière. Donc j'ai ramené la petite plante, parce qu'on a un grand espace de travail très lumineux, et ça aussi, c'est quand même très... c'est quelque chose qui est assez nouveau, où d'habitude on est un petit peu dans des enclos. Et le fait est que oui, on est tous effectivement en open space, on peut discuter les uns avec les autres, et pour n'importe quelle problématique, ou même juste pour plaisir, on peut discuter les uns avec les autres et échanger, et voir comment on peut à chaque fois améliorer les conditions, la méthodologie, la façon dont on va travailler. Et quelle que soit la difficulté, on peut effectivement avoir toujours ce référent, ce chef de plateau, entre guillemets, avec qui on va pouvoir discuter et trouver des solutions immédiatement. Et pourquoi est-ce que vous trouvez que vous avez de la chance par rapport à votre emploi ? Vous avez dit ça, vous avez dit, au fond, je trouve que j'ai de la chance. Mais parce que c'est... on parle de qualité de vie au travail, et là, je pense que là, on est dans une... Je me sens dans une entreprise où je me sens heureuse. Où j'arrive le matin au travail, je suis contente d'y être. Il y a une bonne ambiance, où voilà, il y a de l'échange, de la communication, quel que soit le poste, pas seulement au niveau de notre clairière du plateau, où voilà, on a plaisir à croiser les chargés d'études, le chef d'entreprise. Voilà, c'est... Et là, par exemple, ils savent que vous venez parler ici, du coup. Oui. Ils vous ont pas obligé à poser un RTT pour... Non ? Non. Bon, ça va. Pas du tout. C'est une boîte cool. Anne-Sophie, un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre avec des visions différentes, ça vous évoque quoi ? Moi, j'apprécie beaucoup la sincérité dans les propos, justement, notamment de monsieur qui parle des difficultés qu'il a pu rencontrer dans la démarche, notamment pour lui lâcher prise, parce que vous êtes parti une année, c'est bien juste. Et je pense que c'est assez fondamental d'avoir de l'exemplarité en fait, à tous les niveaux de la hiérarchie pour que la démarche puisse fonctionner au mieux. Et donc, moi, j'apprécie vraiment cette posture qu'on pourrait dire basse dans les propos. N'hésitez pas à envoyer des questions sur le chat. Pour l'instant, j'en ai reçu assez peu. Donc, soit les intervenants sont ultra cristallins, soit vous êtes passé trop au bar au déjeuner, soit vous n'avez pas encore les questions qui vous viennent comme ça. Juste une réaction sur ce qu'a dit Anne sur trop de liberté. Trop de liberté, ça peut être contre-productif. C'est aussi quelque chose que vous avez rencontré dans votre terrain. Donc vous pensez qu'elle a raison de maintenir des garde-fous, qu'il y a des moments de maturité d'une entreprise et que quand on sent que ses salariés ne sont pas encore nécessairement tous matures, c'est peut-être pas le moment d'enlever le middle management ?
Je pense que déjà, comme vous le soulignez au début de l'atelier, c'est très important de bien choisir les mots, parce qu'effectivement, les mots sont pleins de sens. Et donc, parler de liberté, finalement, qu'est-ce que c'est la liberté? Dans une organisation qui, par définition, se définit par l'interdépendance des acteurs qui doivent travailler ensemble, collaborer pour atteindre des buts communs, ça peut sembler presque un oxymore, en fait, de parler de liberté. Si on l'entend au sens de liberté individuelle, en gros, plutôt comme de l'indépendance. Et donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir tout ce travail sur le sens derrière les mots. Et souvent, dans ces démarches de montée en autonomie, il y a effectivement tout un travail, souvent consultatif ou participatif, sur la redéfinition des valeurs qui vont être communes, et donc tout ce travail justement de sens commun derrière ces mots. Et moi, je serais plutôt à dire qu'effectivement, dans ce que j'ai pu observer, les organisations qui ont cette démarche plutôt expérimentale, pragmatique, par exemple dans les grands groupes qui vont dire on va avoir quelques projets pilotes, on essaye par exemple d'adopter l'holacratie ou des rituels agiles, et on est prêt à réajuster et à laisser tomber certaines règles qui pour nous sont trop rigides ou pas suffisamment efficaces. Je pense que cette posture-là, due un peu test and learn, comme on dit en anglais, permet d'aller de manière plus pérenne vers cette montée en autonomie, avec après des ajustements juste sur voilà, quelles sont les zones rouges, quelles sont les zones bleues. Je pense que c'est un concept qui est assez parlant. Et qui peut-être justement est moins chargé en promesses qui peuvent ne pas être tenues que de parler de liberté. Oui, parce que sur les promesses intenables, et après là j'ai une question qui est arrivée pour vous tous, il y a eu à un moment justement cette surpromesse des entreprises américaines en affichage d'autonomie et liberté infinie, des entreprises comme Google ou Facebook offrent à leurs cadres, et uniquement à leur cadre, et c'est là où c'est pernicieux, des congés infinis, en sachant pertinemment qu'en fait, ils ne prendront pas plus de 3 semaines par personne. Idem pour les congés parentalité, etc. Donc, c'est ce que vous montrez, c'est qu'il y a parfois des écarts très importants entre l'affichage et les pratiques, quoi. Oui, voire même des injonctions paradoxales qui causent beaucoup de souffrance. Vous parliez à l'instant des cadres intermédiaires. Donc de dire, voilà, on libère, déjà de base, avoir ce leader libérateur qui libère les salariés, c'est une démarche assez autoritaire en fait. Il fait ce choix un jour de basculer vers plus de liberté, alors qu'on pourrait dire que la liberté, elle se prend, enfin on choisit d'être libre. Donc déjà en termes presque de conception philosophique, il y a là un nœud. Et qui se retrouve justement dans certaines injonctions contradictoires où on va dire lâchons prise, soyons des managers qui vont davantage être des coachs ou des serviteurs qui sont là à la disposition des salariés. Mais en fait, derrière, on garde par exemple des outils de gestion avec des indicateurs à n'en plus finir, donc un hyper suivi de l'activité. Et donc, il y a une pression sur les cadres intermédiaires qui restent responsables de la réussite en termes de performance. Et en même temps, on leur demande de lâcher prise. Donc effectivement, pour eux, c'est très compliqué. Ils sont un peu sur ce trapèze, justement, garder l'équilibre et en termes de risques psychosociaux. C'est peut-être que là où je mettrais une réserve par rapport à ce que vous dites, madame. Il y a aussi un danger derrière, justement, la montée en autonomie en termes de risques psychosociaux, parce que certaines personnes vont être prises dans des contraintes qui sont contradictoires ou paradoxales, ou vont avoir du mal, selon le tempérament de la personne, à aller vers cette autonomie du jour au lendemain, basculer vers un autre fonctionnement alors que ça fait 20 ans qu'on a l'habitude de quelque chose de très normé, et de nous dire, voilà, aujourd'hui on n'a plus de chef, elles vont être perdues et être dépassées par ce manque de cadre. Donc il y a aussi des risques psychosociaux là derrière, et bien accompagner la démarche, prendre le temps d'expliquer aux collaborateurs ce qu'ils peuvent faire ou non, avoir par exemple des ambassadeurs agiles qui sont là dans l'organisation pour bien expliquer comment fonctionne tel ou tel rituel et puis permettre une acculturation à moyen long terme. C'est très important pour contenir ces risques psychosociaux. Alors merci la salle, parce que là j'ai d'excellentes questions qui arrivent, donc on pourra avoir une petite discussion à bâton rompu.
Elle est ouverte pour tous. Anne, si vous voulez la prendre, vous nous faites un signe, mais là, vous avez coupé votre caméra. Donc je me tourne d'abord vers toi, David. Y a-t-il une limite dans la participation des employés dans la décision d'une entreprise, notamment dans sa stratégie? Est-ce que le fait d'être libéré, ça peut aller jusqu'à te bousculer et bousculer ceux qui sont responsables des cercles? Je vais juste revenir sur un mot qui a été dit, bricolage. Nous, c'est vraiment ce qu'on a fait sur le bricolage et on n'a pas été dogmatique et on a essayé de s'inspirer de différentes pratiques et confronter ça au réel et à la façon dans laquelle nous, on apprenait les choses et pour nous tous, quelle était pour nous tous la bonne attitude à avoir. Après, sur la stratégie, comme je disais, nous on a séparé l'entreprise entre le build et le run. Donc la stratégie va plutôt être sur le build. Qu'est-ce qu'on construit dans l'entreprise pour demain? Donc clairement dans ce cercle build, je suis pas tout seul. On est 3 autres dans le cercle build. Et puis après il y a des décisions qui sont aujourd'hui prises avec ce qu'on appelle un comité stratégique que je prends, dans lequel je suis moi, avec 2 autres salariés de l'entreprise, collaborateurs. Et donc, est-ce qu'il y a une limite dans la participation des employés? Oui, c'est la limite du cercle. Oui, c'est pour ça que je pourrais revenir sur le côté liberté. Qu'est-ce que j'entends par liberté? C'est pour moi, il y a 2 choses. Il y a le pourquoi on fait ça, c'est quoi la vision et et pour moi, le chef, c'est la vision en fait, c'est qu'est-ce qui doit nous diriger et c'est à travers ce prisme de la vision qu'on a défini tous ensemble ou que j'ai impulsé, en l'occurrence c'est plutôt moi qui l'ai impulsé aujourd'hui, sous le prisme de cette vision, c'est mon chef et est-ce que je fais bien ou je fais pas bien en fonction de la vision qu'on a tous définie ensemble. Et puis après, donc une fois qu'on a fait le pourquoi, après il y a le comment et c'est là où pour moi il y a la liberté, c'est de comment faire pour que chacun en fait puisse du coup comment est-ce qu'il souscrit à cette vision et comment il fait. Et pour moi, c'est là où est sa liberté, avec évidemment un cadre, des droits, des redevabilités, etc. Mais la liberté, elle est au sein de comment faire. Et mes collaborateurs se moquent souvent de moi parce que ils sont encore fait ce midi, parce que je prends l'exemple de ce midi. Il y a un qui me dit, mais moi, je voudrais intervenir. On est en train de lancer un autre projet qui est une marketplace. Et il me dit, moi je voudrais intervenir, j'ai envie d'intervenir sur comment est-ce qu'on va structurer le SAV de la marketplace. Et il me dit, comment est-ce que je dois faire? Et puis donc, je lui ai retourné la question et je lui ai dit, comment est-ce que toi tu penses que tu devrais faire? Et puis en fait, il déroule le truc et il dit, bah, tu vois, tu n'as pas besoin de me poser la question, en fait, tu l'as la réponse. Donc le comment, c'est vraiment toi qui l'as et c'est vraiment toi qui l'as dans ta liberté de pouvoir te dire comment est-ce que je vais pouvoir contribuer à ça. Anne, j'en ai d'autres, mais sinon, est-ce que la question de la participation des employés dans la décision de l'entreprise? Alors oui, sur ce point-là, je partage assez... je dirais les avis, dans le sens où la richesse d'une entreprise, ce sont ses collaborateurs, puisque ce sont des gens qui vivent l'entreprise au quotidien, qui savent forcément quelles sont d'une part les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas, qui ont un regard, je dirais, différent sur certains process. Et de par cette expérience-là et de par leur vécu, il faut absolument prendre le temps d'une part de les écouter et au final, effectivement, essayer de façon collégiale de trouver les idées ou en tout cas certains axes de décision qui vont permettre de faire avancer et progresser l'entreprise. Alors je pense que, en tout cas pour moi, le plus important effectivement, c'est de voir la richesse de mes collaborateurs, de nos collaborateurs, de voir que c'est ensemble qu'on est plus fort et que ce n'est pas un seul dirigeant qui va porter toutes les bonnes idées et c'est bien parce qu'on échange et qu'on partage que l'on peut avancer. Alors, pendant que je suis avec vous à distance, il y a une autre question qui est arrivée et qui, pour répondre à une ambiguïté sur le fait que parfois il y a moins de réunions quand l'entreprise est plus autonome, comment faire fonctionner les prises de décision concertées et basées sur de l'intelligence collective sans temps de travail en groupe? Est-ce que ça veut dire que l'entreprise autonome, c'est la mort de l'intelligence collective, demande cet interrogateur facétieux, néanmoins perspicace?
pour moi, faire des réunions de travail ne signifie pas avoir des réunions où on fait du reporting et où à la fin on prend des décisions. Il est pour moi important de faire des réunions où il y a de la créativité, de l'échange. Et parfois, à la fin de la réunion, il n'y a pas forcément une décision qui est prise, mais on aura réussi à partager certaines idées et à échanger ensemble. Anne-Sophie, c'est quelque chose que vous retrouvez, les boîtes autonomes seraient moins tenantes de l'intelligence collective, alors qu'au départ, elles s'étaient fondées justement sur cette promesse, non? Je pense que sur la question de la fréquence des réunions, le curseur est vraiment pas simple à mettre parce qu'il y a une théorie en sociologie qui s'appelle la théorie de la dégénérescence, qui montre que les organisations démocratiques, notamment autogestionnaires, qui vont ne plus avoir de hiérarchie et mettre tout le monde autour de la table et inviter une délibération pour arriver à un consensus, peut durer des heures et, paradoxalement, en fait, dégénérer vers des hiérarchies informelles où, contrairement à l'idéologie égalitaire de base où on se dit, voilà, on est tous égaux dans la discussion, des personnes qui ont plus d'ancienneté ou qui sont plus charismatiques, ou on le sait très bien en fonction du sexe aussi, les hommes auront tendance à parler plus facilement, eh bien, en fait, on va avoir une discussion qui est moins égalitaire que celle qu'on pouvait viser, et puis une inefficience, parce que ça va prendre des heures et on va même pas trouver de compromis. Et à l'inverse, on peut avoir des rituels, par exemple en holacratie ou en agilité, où en fait on va avoir très souvent des points, on va augmenter la fréquence des réunions, mais les rendre plus courts pour justement prendre des décisions plus rapidement, plus ancrées avec la réalité opérationnelle, parce qu'on a tous les outils qui vont bien poursuivre vraiment de manière presque instantanée l'activité. Et donc là, c'est fait en bonne intelligence collective et on pourrait se dire, mais en fait, tous ces rituels, se retrouver 4-5 fois, même à distance par jour, à communiquer sur Teams, en fait, ça va être contre-productif, ça va barber les gens. Mais non, si c'est fait en bonne intelligence, la bonne fréquence, plus que la durée de la réunion, peut aider. Donc l'arbitrage n'est pas facile sur ces questions-là. Olivier, est-ce que du coup, vous aussi, vous vous sentez impliqué dans la stratégie de l'entreprise parce qu'elle est plus libérée? Vous sentez que vous avez le droit de monter plus facilement vers vos boss, et le fait d'avoir moins de réunions, est-ce que ça fait que vous avez plus vos chapitres? Alors, sur la stratégie en elle-même, peut-être pas. Maintenant, sur l'activité même du plateau de la Clairière, oui. On a une concertation, on a des discussions sur comment diversifier nos activités, ce qu'on a envie de faire surtout. C'est-à-dire qu'on a effectivement notre métier d'enquêteur, on passe des appels, mais cette activité n'est pas constante sur l'année. On peut avoir des petites périodes de creux, et de réfléchir à comment chacun se spécialise en quelque chose qui nous plaît pour permettre justement de lisser au maximum cette activité. Donc certains, par exemple, font de la retranscription, c'est-à-dire voilà, des entretiens en qualitatif qu'il faut mettre par écrit, ou bien faire un petit peu plus de back-office, ou même de proposer des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé avant, en passant par des petits ateliers, voilà, des petits brainstorming où on nous demande quelles sont vos passions dans la vie, ce que vous avez envie de faire, et même si sur le moment, c'est pas forcément... il n'y a pas quelque chose qui va en découler directement, il peut y avoir une réflexion de dire, ah bah tiens, toi par exemple, tu aimes bien l'informatique, est-ce que tu aimerais bien par exemple faire des recherches sur Internet? J'ai un exemple, mais d'avoir justement cette réflexion et d'être pris en compte aussi par rapport à ses envies. Et c'est surtout ça, voilà, donc c'est pas la stratégie de l'entreprise globale, mais c'est vraiment sur nous, en fait, sur notre métier à nous. Donc sur votre vision dans l'entreprise, c'est on informalise un peu les RH, mais du coup, on vous écoute plus plutôt que d'avoir ce bilan annuel où 2 fois par an, on déroule vos objectifs pour voir si c'est bien et comment est-ce que vous vous projetez dans 3 ans, quoi. Ça, on le fait régulièrement déjà. On a quand même des réunions tous les 2 mois à peu près, où on discute justement des chiffres, des projets à venir. Et à un moment donné, on s'est même posé la question de que faisaient nos chargés d'études réellement. Ils sont venus nous voir avec des petites présentations d'1 demi-heure pour qu'on connaisse aussi mieux leur métier, pour qu'on ait une meilleure connaissance de l'entreprise globale. Donc on essaie comme ça d'optimiser à chaque fois les réunions et les interventions. En tout cas, l'expérience actuelle prouve qu'on a raison de demander à l'ensemble de la communauté de participer, puisque vous arrivez avec des tas de questions sur le Covid qui étaient dans le direct fil de ce qu'on avait prévu, donc c'est quand même la preuve qu'on a raison de demander à la foule.
Juste avant, il y a une question sur le statut. Est-ce que le statut est important? On sait qu'il existe des associations de malfaiteurs et des entreprises de bonne volonté, donc c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais est-ce que le statut de salarié et la propriété individuelle, avec des guillemets individuels, de l'entreprise ne sont pas des limites? Et en gros, est-ce que la seule entreprise qui peut être véritablement libérée, c'est une SCOP? Anne-Sophie, dans votre terrain, vous êtes passé par tout type de statut. Est-ce que le statut joue un rôle? C'est ce que j'ai essayé d'introduire par rapport aux 3 niveaux d'autonomie. Effectivement, si on a le statut de SCOP avec la participation des salariés au capital et donc aux décisions plus stratégiques, on a un autre type d'autonomie qu'une autonomie plus opérationnelle sur, comme disait monsieur, la vision et le fait du dirigeant. Et ensuite, dans son opérationnalisation, on va laisser les modalités d'exercice du travail plus libres pour les salariés. Je pense que, à nouveau, si on est clair sur ce qui est attendu de la démarche et qu'on ne va pas survendre et proposer, voilà, de dire les objectifs vont être délibératifs et alors on fait remonter des idées par les salariés puis en fait derrière on ne les écoute pas, je pense qu'au final, une organisation peut aller là où elle a besoin d'aller, là où elle souhaite aller, mais qu'à nouveau la clarté, la sincérité est extrêmement importante. Donc il faut essayer d'appeler un chat et faire du mieux qu'on peut. Mais effectivement, il y a différentes manières et niveaux d'aller vers l'autonomie. Et il faut peut-être un point que je rajouterais, essayer de se garder de plaquer son regard normatif de l'extérieur sur ce qui se passe, sachant aussi qu'il y a des contraintes, notamment réglementaires du fait de la loi. Par exemple, on est allé voir des administrations publiques, notamment une en Belgique, le ministère des Transports. Mais en fait, déjà, supprimer l'obligation de pointer pour des membres du service public, c'est déjà une énorme avancée. Alors que d'autres se diront, quand ils sont organisés en squad dans une start-up, ils vont se dire, mais ils font rien du tout en fait en termes d'autonomie. Donc je pense que c'est important de bien parler de l'intérieur de l'organisation et essayer de juger le moins possible de l'extérieur. David, ton profil LinkedIn le rappelle, Recyclivre est certifié Bicorp. Est-ce que ce statut social fort a aussi des composantes sur la gouvernance? Il y a des... alors sur les... moi j'ai libéré 10% des parts sociales de l'entreprise aux salariés. Très récemment, pour moi c'est naturel parce que c'est pour... tout ce qu'on a construit, je ne l'ai évidemment pas construit tout seul et que chacun puisse en profiter aussi et avoir les fruits de son travail. On a mis en place aussi depuis 6 ans maintenant de l'intéressement qui est au prorata temporis, donc qui n'a absolument rien à voir avec le salaire de la personne. Donc quelqu'un qui est le plus bas salaire ou le plus haut salaire toucheront la même somme d'intéressement. Et après, sur la gouvernance particulière, non, on n'a pas d'organisme de gouvernance statutaire. Sur le statut, alors Olivia, vous qui n'êtes pas salarié, est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose? Administrativement, oui. Maintenant, sur le fonctionnement dans l'entreprise, non. Je ne sens pas la différence. Simple, basique. Voilà. Orelsan, tu nous entends. Donc on va passer au Covid avec deux questions concomitantes. Je vais commencer avec vous, Anne. Les 2 questions se répondent. Est-ce que la crise Covid, véritable cas d'école de la crise, a prouvé la résilience des entreprises libérées par rapport aux autres? À entendre avec l'autre question qui est, est-ce que le télétravail a eu des répercussions sur la santé et le bien-être des collaborateurs? Donc est-ce que le télétravail est plus facile à mettre en place dans une entreprise où il y a plus d'autonomie? Alors en tout cas, nous, on n'a pas eu spécialement de problème à mettre en place ce télétravail. On était déjà organisé, je dirais, pour que les gens puissent de temps en temps travailler à distance. Donc là, du jour au lendemain, en tout cas en 2 jours, l'ensemble des collaborateurs dans les bureaux sont rentrés chez eux, ils se sont mis à travailler de chez eux. Ça a plutôt bien fonctionné, étant donné que nous avions déjà un système de téléphone, on va dire interne, qui était en voie sur IP.
ce qui a permis en fait à l'ensemble de nos collaborateurs de garder en gros les mêmes conditions de travail, ou quasiment, sauf qu'elles n'étaient pas physiquement les unes à côté des autres, mais autrement elles avaient les mêmes techniques de communication. Ce que cette période de Covid a en tout cas révélé, c'est que c'était possible et que ça pouvait fonctionner. Alors sur le long terme, je pense que les gens ont eu envie de se revoir. En revanche, maintenant, quand quelqu'un a besoin parfois de travailler une semaine à la maison et que globalement ça ne dérange pas les autres que cette personne-là soit à la maison, eh bien ces formules fonctionnent, par exemple durant des congés scolaires ou des choses comme ça. Je dirais que la crise Covid bien qu'elle nous ait éloignés, a rapproché un peu les gens. Et elle nous a vraiment appris à travailler différemment. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin d'être physiquement les uns à côté des autres pour faire avancer les sujets. Alors, je ne suis pas pour le 100% virtuel. Je préférais d'ailleurs être avec vous aujourd'hui physiquement. Toujours est-il, c'est que avant la crise Covid, on n'avait pas l'habitude d'avoir des visioconf avec un mélange de physique et de distanciel. On n'avait pas l'habitude non plus de prendre la parole à distance. Et aujourd'hui, tous les outils sont rentrés presque dans le droit commun. On arrive facilement à communiquer, on arrive facilement à se parler à distance. Et je pense que le Covid a vraiment facilité et a rapproché les gens, bien qu'ils nous aient au départ, je dirais, confinés et éloignés, séparés les uns des autres. Et ce que vous dites, ça se retrouvait également chez les collaborateurs qui étaient récemment arrivés dans l'entreprise, puisque on commence à avoir un peu de recul et on voit bien que le fait de travailler à distance est d'autant plus facile qu'on connaît bien les gens, évidemment. Et donc pour des collaborateurs récents, là, ça devait être... Alors, je dirais qu'il y a effectivement un petit bémol. Le premier bémol chez nous, c'est c'est que nous avons de la production. Donc l'ensemble des collaborateurs de production, eux, n'ont absolument pas pu télétravailler. Cette phase Covid a été au départ, en tout cas, délicate, parce que mettre en place les mesures barrières et réussir à contrer la défiance collégiale de l'ensemble de la population, c'était pas évident. Ensuite, on a également accueilli 2-3 nouveaux je dirais collaborateurs en ce démarrage de Covid, et ces gens-là, on leur a proposé de pas faire tout en télétravail et de venir, on va dire, de façon ponctuelle, au moins 2 à 3 fois par semaine, même si ce n'était que des demi-journées, pour qu'il y ait un échange d'informations. Voilà. Donc on a quand même accompagné cette partie intégration de collaborateurs. Alors David, évidemment, toi, le Covid, c'est un peu particulier parce que c'est le moment où tu es revenu. Tu es revenu en plein Covid. Est-ce que malgré tout, tu arrives, maintenant qu'on a un peu de recul, pour voir quel impact ça a eu et en quoi est-ce que le management que vous aviez choisi, ça vous a sans doute, est-ce que ça vous a pas mal aidé avec le recul ou pas ? Alors j'ai eu la chance de pas connaître le premier confinement parce que j'étais sur un bateau à Cuba. Donc je suis revenu. Vous avez le droit de le siffler. Pas en plein Covid, mais justement quand la partie dure était passée. Donc j'ai pas connu ça. Ce qui est clair, c'est que nous on fait des enquêtes de bien-être au travail avec un petit formulaire à remplir en 3 minutes au bureau tous les trimestres. Le résultat de l'enquête en juin de l'année dernière était mauvais, alors qu'on avait énormément progressé par rapport à l'équipe, par rapport à l'ambiance dans l'équipe, par rapport à ce que je disais, c'est des personnes qui ne souscrivaient plus à la vision, qui ramaient à l'envers, étaient parties. Et honnêtement, on avait une équipe renouvelée et en revanche, les résultats étaient mauvais parce que ça a pesé énormément sur les collaborateurs. Donc nous, c'est comme ça on l'a ressenti comme ça. Et puis après, sur l'organisation du travail, nous, en fait, on est présent dans 7 villes en France et en Espagne aussi à Madrid. Donc nous, notre modèle il est déjà décentralisé depuis le début. On doit être une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices, je pense, à Paris et tout le reste dans la France. Donc travailler à distance, ça on connaissait déjà. Ce qu'on a expérimenté, c'est des recrutements en fait à distance, sans voir les personnes et qui viennent jamais au bureau parce qu'elles sont dans des endroits où on n'est pas présent.
Et on n'a pas eu de problème là-dessus. C'était vraiment une première et en fait, ça s'est très bien passé. Olivia, le Covid On a très vite pu mettre en place le télétravail, ce qui a été un petit peu nouveau pour nous, parce que d'habitude, faire des enquêtes, c'est sur un plateau, c'est physique, c'est dans des locaux. Donc l'organisation a été de nous ramener rapidement les ordinateurs chez nous, à la maison, quand c'était possible, et sur la base du volontariat. D'adapter aussi un petit peu les horaires de travail, parce que la situation était quand même assez... on n'a pas forcément envie de travailler à la maison. On en avait besoin, on avait aussi besoin de faire un petit peu autre chose, mais faire 8 heures par jour, ça n'aurait pas été possible. Donc on avait tous décidé, plus ou moins, de faire du mi-temps. Et donc... ceux qui ne pouvaient pas faire du télétravail pour des raisons personnelles ou techniques ont pu revenir en présentiel assez rapidement. Et on l'a tous plus ou moins bien vécu, en fait. On est restés en contact les uns les autres avec Teams, par exemple, faire des réunions régulières. Et curieusement, on a pu travailler d'une autre façon et de prouver qu'on était encore plus autonome, justement de pouvoir gérer seul certains problèmes tout en restant en contact, justement, avec... la responsable qui était à distance. Donc l'expérience a été positive. Anne-Sophie, vous qui continuez à travailler là-dessus pour votre thèse, est-ce que vous avez l'impression maintenant avec le recul que les boîtes qui s'étaient déjà organisées comme ça, on sait qu'en France on n'avait pas la culture du télétravail, hein. Il y a un certain nombre de secteurs un peu traditionnels, je pense notamment à certains groupes de conseils non anglo-saxons où on dit dans télétravail j'entends plus télé que travail et donc je me méfie. Et on sait que les boîtes étaient très réticentes au début et que dès qu'elles ont pu rapatrier leurs salariés, elles l'ont fait. Est-ce que les entreprises libérées du coup étaient déjà prêtes et ça s'est mieux passé? Alors effectivement, on n'a pas forcément tout le recul nécessaire pour répondre encore à ces questions, mais je suis allée m'intéresser à quelques sondages qui commencent à émerger et qui corroborent en fait la supériorité en termes de performance ou de résilience des modèles alternatifs dont on parle aujourd'hui. Il y a notamment une étude qui a été faite par le cabinet de conseil McKinsey en 2020 qui montre que, en fait, en intra-entreprise comme en inter-entreprise, il y a une supériorité des unités. Alors là, pour le coup, c'est focalisé sur l'agilité, mais qui est un des avatars de l'entreprise libérée. Et l'étude montre que sur 25 organisations dans 7 secteurs différents, il y a 93% des dirigeants qui pensent que les unités agiles dans leur organisation ont performé mieux en termes de satisfaction client et d'engagement des salariés que les unités non agiles. Et en inter-entreprise, il y a une autre étude focalisée sur 36 boîtes de télécom dans 11 pays asiatiques et européens qui montre que la maturité organisationnelle en termes d'agilité, donc pour le dire simplement, les organisations qui étaient déjà organisées de manière agile avant la crise, ont pu adapter leur offre 2 fois plus rapidement que leurs concurrents qui n'étaient pas du tout sur ces process-là. Donc c'est intéressant de voir, il commence à y avoir des chiffres qui vont dans ce sens-là. Mais après, si on essaie de réfléchir à pourquoi, effectivement, il y a des principes un peu fondamentaux dans ces manières de réorganiser le travail qui vont bien dans la théorie d'une résilience accrue. On pourrait penser, par exemple, un des gros problèmes avec la crise actuelle, c'est d'avoir dû redéployer rapidement vers d'autres activités ou donc adapter les compétences. Et quand on prend les philosophies de l'holacratie ou de l'agilité, les fiches de poste sont supprimées et on passe sur une logique de rôle mouvant ou de gestion des projets qui est donc beaucoup moins figée. Et donc les acteurs ont l'habitude de périodiquement revoir leur rôle ou changer de rôle, changer de projet. Donc ça, c'est un des éléments qui fait dire que oui, il y a une agilité, une flexibilité accrue dans ce genre de modèle. Et on peut même le voir dans d'autres types d'organisations. Là, j'ai pas mal cité l'agilité, mais une des scopes qu'on est allé voir avec l'équipe de recherche du bouquin, qui est Ardelaine, basée en Ardèche, et qui fait tout le travail de la laine, en fait, qui fait des matelas, des habits en laine. Eux, ils insistent beaucoup sur la notion de polyvalence
Et ils disent qu'ils ont 3 métiers chez Ardelen, un métier de base lié aux compétences clés, un métier secondaire, par exemple aller donner un coup de main au restaurant, aller faire 1 ou 2 salons pour vendre les produits par année, et un métier pompier en fonction des urgences pour aller dépanner. Et on voit que donc, dans ces organisations alternatives, il y a un sens de la polyvalence, de la solidarité qui peut se mettre en place où eh bien, on peut penser que voilà, ça va favoriser une adaptabilité lorsqu'il y aura une crise où on va devoir redéployer vers de nouvelles activités. Donc c'est quelques éléments de réponse qui corroborent cette hypothèse-là. Beaucoup de sondages sous la main. Alors j'ai une petite question très taquin qui arrive et qui me plaît beaucoup. Est-ce que l'entreprise libérée n'a pas la fâcheuse tendance d'une part de vouloir copier ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire dupliquer les fameuses best practices, et à idéaliser les changements organisationnels et managériaux pour son organisation? Je m'excuse, j'ai pas compris. Dupliquer quoi? J'ai pas compris la question. Dupliquer les bonnes pratiques par ailleurs. Est-ce que c'est pas toujours surfer sur des buzzwords un peu a posteriori? Quelqu'un me répond? Ça m'est adressé à moi ou Ah oui, oui, oui. Effectivement, certaines personnes disent que l'entreprise libérée est une mode managériale, un phénomène de mode. Et donc là, je reviens à ce que j'ai dit en tout début d'atelier. Attention aux mots. Et ce qui est important, c'est ce qu'on fait plus que ce que l'on dit. Et après, si aller dans une démarche de libération peut mouvoir les acteurs, les mettre en action et que ça aide à chambouler, dépoussiérer, déscléroser certaines pratiques, si certaines personnes vont s'identifier dans ce terme-là, d'accord. Mais attention à toujours se rappeler que le faire va avant le dire. David, une question qui du coup était indirectement fléchée. Est-ce que tu as libéré ton entreprise pour te complaire au code de l'époque qui faisait que ça faisait chic? Non, parce que quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à le faire, je ne savais même pas que ça existait. Donc non. Et puis nous, de manière générale, on n'en fait pas la promotion, l'apologie. On n'a rien sur notre site internet qui indique qu'on a ce mouvement au sein de l'entreprise. En revanche, effectivement, dans les recrutements, on indique qu'on est dans un mode un petit peu particulier sur lequel ça ne correspond pas à tout le monde. Et en revanche, ce qu'on fait aussi, c'est que je reviens sur la première intervention qui était le livre d'Isaac Gates, Liberté et compagnie. C'est quelque chose qu'on offre à tous les collaborateurs qui arrivent chez nous pour, s'ils ont envie de creuser le sujet et de comprendre d'où vient l'inspiration et ce qui se passe dans l'entreprise, ils peuvent le faire. Anne, c'est quelque chose qui vous... je sais pas comment dire, enfin qui vous effraie. Vous voyez cette tendance un peu attrape-tout, un peu effet pub, et c'est pour ça que vous insistez bien sur le fait que Vellum n'est pas une entreprise libérée? Ça vous agace? Alors, je peux pas dire que ça agace. Ce qui se passe, c'est que l'entreprise libérée, il y a des critères beaucoup plus larges. Je pense qu'on n'y est pas encore. Peut-être qu'un jour on y sera, mais aujourd'hui on n'y est pas encore. Donc même si le schéma et le principe me plaît et me paraît intéressant, on ne peut pas décider qu'on rentre dans cette catégorie-là. Donc je n'ai pas envie qu'on me mette dans une case dans laquelle je ne rentre pas encore. Au-delà de ça, c'est un peu comme le greenwashing ou plein d'autres choses. Je pense qu'effectivement, les faits sont importants. L'essentiel, c'est qu'au final, l'organisation choisie est profitable à l'entreprise et aux collaborateurs. Et quelle que soit l'organisation, si elle est bénéfique pour l'entreprise, je pense qu'il faut qu'elle continue, ou en tout cas qu'elle essaye de maintenir ce qui est déjà en place et de progresser, quelle que soit la démarche. Aujourd'hui, ce qui pour moi est important, c'est que en général, on arrive à créer de la valeur ajoutée sur notre territoire, qu'on arrive à maintenir des emplois, qu'on arrive à avoir des collaborateurs qui sont heureux, et le tout dans le respect et de la nature, des collègues, de l'homme et au final de notre planète. Donc je dirais, ce qui nous fait du bien devrait aussi au final faire du bien à tout le monde. Et c'est vraiment ces partages de bonnes pratiques qui doivent être, je dirais, multipliés pour que chacun puisse justement juste tirer ce qui lui paraît bon pour lui et puisse l'appliquer ensuite chez lui. Souvent, quand moi je visite d'autres entreprises, en partant de cette visite, je me dis, bon,
quel est le morceau que j'ai envie d'apporter avec moi de cette entreprise? Qu'est-ce que j'aimerais bien apporter à mes collaborateurs? Qu'est-ce que j'aimerais bien emmener avec moi dans mon entreprise? Non pas parce que j'ai envie de copier, mais je me dis que tout le monde a des bonnes idées et que ces bonnes idées, il faut qu'on puisse en profiter et qu'on puisse les partager. Alors comme on approche doucement mais assez sûrement de la fin de cet atelier, comme vous disiez, on ne l'est pas, en tout cas on ne l'est pas encore. Comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes d'une autonomisation renforcée chez Vellum? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Je n'ai pas encore aujourd'hui réfléchi à une suite. J'aimerais déjà qu'on puisse pérenniser ce qu'on a et qu'on puisse progresser globalement en termes de qualité de service. On a aujourd'hui des projets de croissance externe, de croissance organique qui sont essentiels et qu'il va falloir déjà concilier avec ce qu'on a en place. Et je pense que cette première étape et la réussite de cette croissance-là, ça sera déjà un succès. David, je vois que ça t'inspire. Oui, parce que la prochaine étape, elle est actée. Et elle a été actée au mois de juin dernier, où moi j'ai annoncé à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices que je ne serai plus là d'ici 2 ans et demi ou 3 ans. Donc c'est acté. Ok. Tu sais ce que tu vas faire après ou c'est ça qui t'amuse? Non, je ne sais pas ce que je vais faire après, mais donc on continuera dans cette libération où moi je serai parti. Ouais. Question pour vous deux, parce qu'elle était arrivée aussi de la salle. Est-ce qu'il y a un avantage économique à adopter une gouvernance libérée? Moi, sur l'avantage économique, et c'était un petit peu la question aussi d'avant sur les crises, moi je suis persuadé, que les crises, il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus fortes, et je suis persuadé que les entreprises qui ont une vision et qui mettent la création, que faire attention à l'homme et à la planète dans la création de richesses seront celles qui passeront mieux ces crises et seront les plus résilientes. Et a priori, c'est ce qui est confirmé par de nombreuses études. Donc je pense que oui, c'est un avantage économique si on regarde ça sur du court terme et qu'on n'est pas centré sur le prochain quarter. Mais si on regarde ça à 5 ans, 10 ans, oui, c'est un avantage clairement économique. Anne, même chose? Oui, moi je pense que ce qui est important dans une entreprise, c'est la pérennité, mais la pérennité, c'est ce qu'on disait, c'est pas immédiatement un profit, c'est plutôt réussir à emmener l'ensemble de l'équipe quelque part. Et c'est ça qui aujourd'hui me motive. Et alors Olivia, comment est-ce que vous voyez, vous, les prochaines étapes de votre libération croissante au sein de Aide Institut? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus encore pour vous? Pour moi, de rester, tout simplement, de pouvoir s'épanouir de plus en plus, de trouver toujours des choses qui me plaisent, hein, des tâches que j'ai envie d'accomplir, et d'avoir ce travail en équipe et cette envie en fait de faire partie d'un petit écosystème et de faire prospérer un petit peu les idées de tout le monde. Même si j'ai compris que c'était uniquement un détail administratif, vous ne seriez pas contre le fait de devenir salarié d'Institut quand même? Bien sûr. Parce que je sais qu'ils sont dans la salle. C'était un message très sibyllin et vraiment très discret. Normalement, vous avez tous envoyé vos questions par écrit. Je ne veux frustrer personne avant la fin de cet atelier si jamais il n'y a pas de dernière question de la salle. Tout le monde est bon? Écoutez, merci. Vas-y Anne-Sophie, vas-y, tu voulais dire un mot? Oui, peut-être juste sur la dernière question, sur quid de la suite. Crise, ça vient du grec crisis, qui est la capacité de bien décider, de bien délibérer. Et effectivement, je pense que dans les modèles participatifs, on essaye d'engager les acteurs vers une prise de décision plus rapide, plus fréquente, et donc de responsabilisation. Et je pense que ça peut être un des leviers, justement, par cette crise. Donc c'est une opportunité. Et j'ajouterais aussi qu'on a pu voir des beaux exemples. Donc là, on a parlé du management participatif, surtout au sens interne à l'entreprise. Mais en fait, grâce au Covid, on a pu voir des beaux exemples. Je crois que c'était vous, madame, qui parlez du partage de bonnes pratiques inter-entreprises. On peut citer des exemples, par exemple, d'entreprises qui ont d'un seul coup
qui sont passées de frapper de la monnaie en argent en Angleterre à créer des visières. Et donc, elles ont partagé après en open source les solutions qui ont été trouvées par leurs ingénieurs. Et je pense que ça, c'est un des leviers qui pourrait être très intéressant pour gérer ce qu'on appelle les grands challenges, les grands défis sociétaux tels qu'on les adresse aujourd'hui sur Choisissons nos demain en lien avec le développement durable. Et j'ose espérer que les organisations qui, du coup, prônent le participatif à l'intérieur seront plus à même à regarder au-delà de la concurrence et donc d'avoir du management participatif avec d'autres acteurs pour résoudre des problèmes compliqués. Et un dernier point, je pense qu'un des grands défis pour pérenniser les démarches de montée en autonomie, c'est celui que vous citiez, du départ du dirigeant et de la question des successions. Donc on peut le voir au niveau micro sur comment un dirigeant va céder la main à un autre dirigeant et est-ce qu'il y aura un retour en arrière par rapport à la démarche s'il n'est pas dans la même posture. Mais on peut aussi le voir par rapport aux nouvelles générations qui arrivent dans l'organisation et qui ont des nouvelles attentes, comme citait Madame qui est à distance. Et là, je vais finir avec une phrase un peu inspirante d'un dirigeant d'une entreprise australienne qui dit « Failure to plan for succession is planning to fail ». En français? C'est pas si facile à traduire, mais l'échec de programmer sa succession et en fait programmer son échec. Merveilleux, c'est un peu le programme de cette merveilleuse série dont nous parlions hier soir, Succession, merveilleuse série inspirée du clan Murdoch, où là pour le coup c'est une succession assez ratée. Merci beaucoup Anne, merci à tous les trois pour ces échanges très riches, très honnêtes, très transparents. Si je devais retenir un maître mot de tout ce que vous avez dit, c'est bricolage. Ce qu'on retient bien sur le fait de réussir à rendre son entreprise autonome, c'est qu'il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de bonnes pratiques, il n'y a que des expérimentations, des tâtonnements, et le fait d'essayer d'aller vers le mieux avant la libération donc absolue qui est le grand départ. Et donc, eh bien, bon vent David, et bravo à toi. Merci beaucoup, et vous avez le temps d'un café et on se retrouve pour la clôture.